Bonjour à tous, donc c'est avec un grand plaisir de vous retrouver ce soir pour ce best-of du grand congrès de cardiologie interventionnelle qui est l'EuroPCR, qui a lieu à Paris donc, il y a quelques semaines. C'est un des grands congrès de l'année. Et donc j'ai la joie de modérer ce webinaire avec mon ami Hakim Benamer, qui est le président donc, du GACI à la Société française de cardiologie. Et on a trois experts avec nous, donc le docteur Julien Adjej, qui est donc cardiologue à Nice, et qui est aussi le représentant au GACI de notre collège. Le docteur Jacques Monségu, que tout le monde connaît, ancien directeur du GRCI, cardiologue interventionnel à Grenoble, et Alexandru Michi, donc, qui est un membre actif de social media du CNCH, cardiologue interventionnel à Montluçon. Donc, l'idée est de vous faire en 30 minutes donc, les trois études coup de cœur un peu de nos experts et de vous faire un résumé de chaque étude en 10 minutes. Vous pouvez poser vos questions sur l'onglet qui est au-dessous, l'onglet vert. Les experts pourraient répondre. Et donc, tout de suite, je vais laisser la parole à Hakim qui va introduire le premier orateur. Bonjour, bonsoir à tous. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Et là, je suis entouré d'amis, donc j'en suis absolument ravi. Et on va demander en premier orateur à Jacques de nous parler de la radiale distale, avec une belle étude qui a été présentée à l'EuroPCR. Merci Hakim, merci Franck. Sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Et pour vous parler effectivement d'une étude un petit peu coup de cœur qui m'a beaucoup plu, qui est Disco Radial, qui a été publiée tout récemment dans JACC Intervention avec Adèle Amignon, où effectivement les auteurs ont comparé la radiale distale à la radiale conventionnelle dans la choro et l'angioplastie par voie radiale. Les objectifs, c'était de comparer ces deux voies d'abord en termes de safety, en termes d'occlusion de la voie radiale. Donc, vous le savez, hein, la voie radiale, maintenant, elle est largement diffusée. C'est la voie d'abord par défaut. Et la petite dernière, cette radiale distale, est apparue récemment, depuis quelques années, sous l'égide d'ailleurs de Ferdinand Chiménée. Et juste pour vous rappeler qu'à l'EuroPCR, on a fêté les 30 ans de la radiale avec Ferdinand. Et cette radiale distale, effectivement, elle semblerait un petit peu moins exposée au risque de thrombose radiale, qui est quand même l'une des pierres d'achoppement de cette voie d'abord. Donc, c'est une étude multicentrique, randomisée, internationale, 15 centres avec des centres européens et des centres japonais. Le endpoint primaire, c'est très simple, c'était l'occlusion radiale qui était évaluée à la sortie du patient par écho-Doppler. Il y avait des endpoints secondaires avec le taux de crossover, la durée de l'hémostase, qui est un élément important et capital, j'y reviendrai, le spasme et puis les complications au site de ponction. Alors, les auteurs ils sont partis sur un principe statistique d'estimer le risque de thrombose radiale à 3,5%, alors que pour la radiale distale, elle ne serait que de 1%. Et dans leur principe, donc, ils avaient pris le parti d'enrôler 1300 patients. Sur ces 1300 patients, quand on regarde un petit peu les caractéristiques, les deux groupes sont parfaitement comparables. On voit qu'effectivement, quand même, un tiers des patients avaient déjà eu une approche radiale, ce qui veut dire quand même que cette approche est déjà safe, hein, et y compris dans la radiale distale, donc on peut reponctionner. Et comme vous pouvez le voir, c'était quand même essentiellement des patients qui étaient stables. Ils avaient exclu tous les STEMI, ils avaient exclu les patients qui avaient une CTO, ils avaient exclu les patients qui avaient des tortuosités trop importantes, bien entendu, connues. Donc, peu de syndrome coronarien aigu, d'angine instable et de non-stémie, et essentiellement des patients qui étaient plutôt stables. Alors, quand on regarde un petit peu les caractéristiques procédurales, on voit quand même c'est une majorité quand même de radiale droite, hein, c'est quand même plus confortable de ponctionner à droite. On voit aussi quand même qu'il y avait une majorité de diagnostic angiographique, hein, donc du diagnostic. Il y avait un peu moins de 40% d'angioplastie. Ça aussi, c'est un élément un peu important. Et moi, ce qui m'a frappé de suite, c'est de voir le crossover. Ils avaient effectivement recruté des centres à haut volume, des centres avec des praticiens qui avaient l'habitude et l'expertise de la radiale distale. Et quelque part, vous voyez, il y a 2 fois plus de crossover dans la radiale distale que dans la radiale. C'est quand même important, c'est 7% d'un côté et 3% de l'autre côté. J'ai oublié de vous mentionner que tous les patients étaient faits en C-French et ils étaient faits aussi avec le slender
hein, vous savez, ce désilé de Terumo qui est un désilé qui a un caractère hydrophile et qui est quand même un désilé à faible pouvoir d'occlusion. Quand on regarde la durée de la ponction, on voit que cette durée de ponction, elle est 2 fois plus importante aussi par radial distale. On le sait tous, c'est beaucoup plus difficile de ponctionner une radiale distale. Après, en termes de durée de procédure, c'est sensiblement la même chose dans les 2 groupes. Il n'y a pas plus de contraste, il n'y a pas plus de radiation. Et bien entendu, dans le groupe radial, tous les patients étaient fermés avec un TR band, alors que vous voyez, 9 patients sur 10 dans la radiale distale étaient fermés en TR band et le reste avec des systèmes Hobman. Quand on regarde le endpoint primaire, eh bien, ce endpoint primaire, il est très très faible, il est très bas. Vous voyez, en intention traitée, on est à 0,3% d'occlusion de la radiale pour 0,9% dans la radiale conventionnelle. La différence n'est pas statistiquement significative, mais on voit que c'est un taux qui est très bas. Alors, ce qui démontre très bien que, 1, on a utilisé du supermatériel, 2, on a fait une hémostase qui est la plus courte possible, et 3, on était avec des praticiens qui avaient une grande habitude. Alors, par contre, quand on regarde les endpoints secondaires, eh ben, on est un peu surpris quand même aussi. Enfin, pas tellement surpris, mais il y a quand même 2 fois plus de spasmes dans la radiale distale. Quelque part, rien d'étonnant non plus. Hein. C'est une ponction plus difficile. C'est un plus petit vaisseau. Par contre, on est gagnant, et là, c'est très significatif, dans la durée de l'hémostase. Et ça, c'est un élément important parce que c'est un des critères prédictif d'occlusion de la radiale. Il est évident que quand on peut réduire ce temps de durée de compression, eh ben on diminue aussi la thrombose radiale. Après, les saignements sont à la marge un tout petit peu plus élevés dans le groupe radial distal, mais c'est très faible. Alors, moi, j'aime beaucoup ce tableau parce qu'on voit très bien que c'est plus exigeant de ponctionner la radiale distale, il y a plus de crossover, il y a plus de spasmes. Par contre, il n'y a pas d'impact en termes de radiation, il n'y a pas d'impact en termes de durée de procédure, et c'est quand même plus facile de faire la compression, vous voyez, avec parfois 100 devices, hein, dans plus de 10% des cas, et puis surtout, effectivement, on a un taux d'occlusion qui est vraiment très, très faible. Alors, en conclusion, le safety, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre ces 2 voies d'abord. C'est un message qui est très fort. On pressentait un petit peu, mais là, c'est sur une étude randomisée, c'est bien mené. C'est pour moi une alternative intéressante avec une hémostase qui est plus courte. Mais d'un autre côté, ça nécessite une phase d'apprentissage qui est longue, qui est beaucoup plus exigeante. C'est un petit peu plus douloureux pour le patient. Et puis, on manque encore d'études vraiment dans l'angioplastie, parce que vous avez vu, c'était quand même 60%, c'était du diagnostic. Et puis, on manque aussi de recul pour savoir quels sont les autres facteurs prédictifs d'occlusion dans cette voie d'abord. Voilà, je crois que j'ai tenu mon pari des 8 minutes pour laisser 2 minutes aux questions. Et j'arrête de partager. Merci Jacques. En pratique finalement, parce que toi tu es un expert de la radiale, cette radiale distale, nous on avait l'impression qu'on finalement on aimait bien la faire pour les radiales gauches, quand il y avait un pontage ou une mammaire, qu'en plus c'était plus facile parce qu'on pouvait ramener le bras plus facilement sur le ventre et c'était plus confortable, on va dire, pour l'angioplasticien. Finalement, dans ta pratique courante, quand est-ce que tu fais une radiale distale? Oui, je ne fais pas de radial distal à droite, je fais effectivement que des radiales distales à gauche, principalement lorsque je fais de la CTO. Je mets mon double abord sur la gauche avec une radiale distale, c'est beaucoup plus confortable. C'est plus confortable à ponctionner, on n'est pas obligé de passer de l'autre côté de la table. Et effectivement, chez des patients chez qui je vais bien sentir cette radiale distale, parce qu'on ne la sent pas toujours bien, je vais éventuellement la ponctionner. Très sincèrement, avant les résultats de ce papier, j'étais très sur la réserve par rapport à l'occlusion. J'avais lu beaucoup de petits micro-papiers comme quoi ils disaient qu'il y avait moins d'occlusion. J'étais un peu étonné parce que quand même la radiale distale est plus fine. Et là, on s'aperçoit que sur une étude randomisée bien menée, avec effectivement des experts qui ponctionnent, on a un taux qui est vraiment très, 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 très faible, alors qu'on a quand même mis du 6F, certes du slender, et moi, je mets toujours un slender lorsque je fais une radiale distale. Jacques, est-ce que il t'arrive d'utiliser cette radiale distale dans le cas où tu as un spasme? Parfois, on a un spasme au niveau du site de ponction de la radiale classique.
et on sent très bien au niveau de la radiale distale la pulsation puisque l'arcade palmaire étant perméable. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'utiliser cette radiale distale justement pour arriver à ponctionner une radiale que tu n'as pas réussi à ponctionner de manière classique? Écoute, non, ça m'est jamais arrivé. C'est peut-être une bonne idée qui est à creuser, mais effectivement, non, j'ai jamais fait. Et c'est aussi une ponction qu'on peut faire radio-guidée, hein, notamment pour les jeunes qui ont l'habitude de faire du repérage écho. Et ça permet d'être un petit peu moins douloureux lorsqu'on fait la ponction. J'ai une dernière petite question. Les systèmes de compression, je trouve qu'ils sont. Bon, il y a des systèmes, je crois, dédiés, mais c'est assez cher. Alors, finalement, on comprime finalement avec un boudin et puis un truc un peu à l'ancienne. Comment tu fais, toi? Ouais, je fais à l'ancienne. Alors, nous, on a la chance parce qu'on a des systèmes de fermeture Merit. Et Merit a développé, entre autres, un système spécifique pour comprimer dans la Snuffbox. Donc, ils sont pas mal. Ok. Bon, ben merci, Jacques, de respecté ton temps. On va enchaîner tout de suite avec notre deuxième expert, donc, qui est Julien. Donc, Julien a choisi un peu son coup de cœur sur la QFR. Donc, à toi, Julien. Bonjour à tous et merci Cynthia pour cette invitation et ravi de se retrouver entre amis. Donc, mon coup de cœur sur ce congrès EuroPCR a été Decision QFR. Alors, c'est une étude qui a été menée au Japon, une étude qui était assez intéressante, qui a été apparue dans les hotlines et les late breaking trials. L'objectif de cette étude est de retrouver le QFR dans la Heart Team pour la prise en charge des patients coronariens et pour la revascularisation. Donc, l'introduction, elle est assez simple, c'est qu'on sait que c'est de grade 1 qu'il faut faire des Heart Teams et qu'il faut voir pour les stratégies chez les patients pluritronculaires une décision pluridisciplinaire, c'est hautement recommandé. Et de l'autre côté, ce qui est hautement recommandé aussi avec un grade 1, dans les guidelines sur la revascularisation, c'est d'utiliser la FFR assez largement pour choisir notre stratégie thérapeutique et notre mode de revascularisation. Cependant, le problème, on le connaît tous, c'est que la FFR est largement sous-utilisée en pratique clinique. Et du coup, il y a eu cette idée d'utiliser de la FFR virtuelle, la QFR, dans le Heart Team, dans un essai randomisé. Alors, juste en introduction, pour montrer ce que ça donne, la QFR, donc je vous montre une courte vidéo, c'est une angiographie et une deuxième angiographie à 25 degrés d'écart. On choisit la même phase de fin de diastole. On fait une image de repérage pour que les deux images se superposent pour faire un assemblage 3D. On choisit le chemin et puis après on choisit les contours. Vous voyez, c'est assez rapide à faire et avec ça, on a une analyse qui est un 3D QCA, donc on peut choisir les diamètres des stents et autres avec ça. Et on peut aussi avoir une simulation de la FFR virtuellement qui s'appelle du coup la QFR. Donc voilà, c'est un temps de travail qui est immédiat. En un clic, on a cette QFR de la coronaire droite qui est à 0,78. C'était juste pour vous montrer un petit peu l'objet de l'étude. Et donc l'objet de l'étude, en pratique, il est celui-ci. Tous les patients qui sont apparus en salle de 4 sur une multicentrique au Japon, qui avaient 2 ou 3 vaisseaux atteints qui incluaient obligatoirement l'IVA et l'IVA prox et qui étaient éligibles à une revascularisation, étaient randomisés. Ils étaient randomisés soit dans le bras FFR avec des vues compatibles pour faire la QFR au cas où, soit dans le bras QFR, ça veut dire pas de FFR. La modalité, elle était complètement en aveugle. La team se retrouvait sur les données donc, de physiologie, qu'elles soient par QFR ou FFR, les cutoffs sont les mêmes, c'est 0,8. Et là, il y avait la recommandation entre angioplastie et pontage. Les patients, il y a eu 250 patients qui ont été randomisés dans cette modalité. On avait vraiment des lésions pluritronculaires, 4 vaisseaux en moyenne, 2 à 3 vaisseaux chez la plupart des patients, 100% d'IVA parce que c'était ce qui était recommandé dans le protocole, un syntaxe score anatomique qui était à 21 et chez des patients qui sont coronariens de 71 ans avec des facteurs de risque cardiovasculaire, assez diabétiques, largement hypertendus
et ainsi de suite. Donc, on a une étude assez représentative de ce qu'on retrouve chez les patients coronariens instables, chez nous également. On a, et je vais aller très vite sur les résultats, on a une bonne corrélation entre l'AQFR et la FFR dans le bras FFR. Ce que je vous avais dit précédemment, c'est que dans le bras FFR, ils avaient fait 2 vues angiographiques. Et donc, cette étude a aussi évalué la corrélation entre FFR et QFR. Et vous voyez ici qu'il y a une sensibilité à 0,83, une spécificité à 0,82 et une aire sur la courbe à 0,88. Donc, on a une corrélation qui est plutôt pas mal entre FFR et QFR. Ce qui est spectaculaire dans cette étude, et c'est pour ça que je l'ai bien aimé, c'est en fait le syntax score fonctionnel, où là, la corrélation entre les syntax scores, elle est, qu'elle soit faite par la FFR ou la QFR en fonctionnel, elle est excellente, elle est de l'ordre de 92%, et la décision du staff et la mortalité préméditée par le syntax score, elle est quasiment parfaite. Ce qui veut dire, c'est que QFR et FFR font quasiment jeu égal dans la prise de décision dans une large étude randomisée concernant le Heart Team. Voici ce qui était prévu en gris, et voici leurs résultats. Ils ont un résultat en intervalle de confiance qui est entre substantiel et parfait en termes de recommandation du traitement, c'est-à-dire que la Heart Team, elle fait tout aussi bien avec les valeurs de QFR qu'avec les valeurs de FFR en contrôle. C'est pour ça que j'ai bien aimé cette étude. Une étude qui a été faite en sous-groupe, qui a été d'évaluer le temps de procédure, combien de temps ça prend de faire la FFR, combien de temps ça prend de faire la QFR. Alors, intuitivement, on dit que la QFR est plus rapide à faire, et finalement, ce qu'on voit, c'est que pas tant que ça, on gagne quelques secondes, voire quelques minutes, mais ce n'est pas l'apport majeur de la QFR qui était le temps de la procédure, le temps d'analyse et le temps de faire la FFR. Donc, en conclusion, c'est la première étude qui valide l'intérêt de la QFR dans le Heart Team. Il y a une vraie possibilité d'évaluation de QFR a posteriori, ce qui pourrait avoir un intérêt pour adopter, il va avoir une plus large adoption de la physiologie coronaire dans les Heart Team. Il y a une très bonne corrélation entre la FFR et la QFR et une excellente corrélation dans la décision du staff basée sur la QFR versus FFR. Voilà, je crois que j'ai tenu le temps de parole. Si vous avez des questions. Bravo Julien pour la clarté de ton propos. Effectivement, ça peut être extrêmement intéressant de refaire une étude physiologique a posteriori, bien que je voudrais que tu nous évoques quand même les résultats de FAME3 qui, pour ce qui est de la revascularisation lorsqu'elle est drivée par les aspects fonctionnels. Alors, c'est décevant, mais on ne comprend pas très bien pourquoi d'ailleurs, hein. Mais est-ce que tu penses que véritablement on va s'orienter vers des revascularisations chez les pluritronculaires pilotées par le fonctionnel? Je pense que ça peut être vraiment une piste pour FAME3. L'étude FAME3, elle était basée soit la FFR et l'angioplastie, soit le pontage tout venant et basé sur l'angiographie. Là, ici, c'est un autre débat. C'est un débat où tout le monde a la physiologie coronaire en main. Et donc là, du coup, on décide sur le syntax score fonctionnel quelle stratégie adopter. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir un FAME4, un QFR FAME, qui comparait en fait la physiologie coronaire avec le pontage versus la physiologie coronaire sans pontage, basée sur les syntax scores, mais fonctionnels. L'enseignement de FAME3, c'est qu'effectivement, les patients qui sont archicoronariens, largement pluritronculaires, ils s'en sortent quand même mieux avec une revascularisation complète chirurgicale que de multiples angioplasties, même si elles sont guidées par la FFR. Je crois que ça a été ça l'enseignement de FAME3, mais effectivement, ça va être un débat qui va être ouvert. Et donc, tu as l'expérience un petit peu du logiciel, donc je crois que c'est la société Biotronic. C'est vrai que l'avantage, c'est que tu ne mets pas de guide, tu ne gagnes pas forcément du temps, mais tu as peut-être moins de risques de complications, parce qu'il y en avait eu quand même avec l'étude future. Et finalement, ça permet aussi d'éviter de refaire la coro pour faire la FFR quand la coronographiste ne l'a pas fait la première fois, parce qu'on voit quand même de temps en temps des discussions au staff. Bon, ça serait bien qu'on ait une FFR. Le coronographiste ne l'avait pas fait et du coup, on reconvoque le malade pour faire la FFR. Je ne sais pas comment tu vois ça en pratique. Alors, c'est une très bonne question. Et c'est en fait, moi, j'ai la QFR depuis bientôt 3 ans à l'Institut Arnaud de Sank. C'est très, très, très demandé par nos chirurgiens cardiaques.
c'est assez intéressant. C'est-à-dire que les chorégraphies qui ont été faites dans d'autres centres où il n'y a pas forcément des données sur la physiologie coronaire, ce sont les chirurgiens cardiaques qui sont les plus demandeurs de cette évaluation QFR. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent bien qu'un vaisseau qui est même sténosé, mais qui a un flux qui n'est pas perturbé, eh ben, ça a un taux d'involution de pontage qui est important. Et pour eux, ça change leur vie, ça change aussi la vie des patients parce que c'est du temps de CEC en moins. C'est souvent un pontage SAPHEN en moins, donc une cicatrice, une préparation chirurgicale. Donc, les chirurgiens me demandent énormément l'évaluation fonctionnelle de ça. Donc, nous, on a fait un petit travail là-dessus. On a regardé la reclassification, par exemple, des patients chirurgicaux en leur donnant la QFR ou pas. On a des taux de reclassification qui sont très importants. Après, encore une fois, on n'a pas les études, on n'a pas le recul pour savoir si c'est aussi bien que la revascularisation chirurgicale basée sur l'angiographie. Mais c'est quelque chose qui est assez demandé dans les hard teams finalement. C'est promis à un bel avenir, ça, parce qu'on y voit plein d'applications, mais on pourrait en parler des heures, mais on n'a pas les heures devant nous. Donc, on va passer maintenant la parole à Alexandru Michi, qui va nous parler, lui, d'une autre problématique qui est valvulaire, celle de la tricuspide. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de faire assez vite. Je vais présenter en première étude l'étude classe PR. Il s'agit d'un petit dispositif, d'un CLIPS pour traiter l'insuffisance tricuspidienne. Alors pourquoi? Parce que d'abord, bien évidemment, il y a une augmentation de la mortalité pour les patients qui portent une insuffisance tricuspidienne sévère. Et bien sûr, le traitement médical, il n'est pas toujours très évident, pas toujours très efficace. Et également, pour le traitement chirurgical, on rencontre les mêmes problèmes. Alors, ils ont utilisé dans cette étude le système Pascal. Je vais vous, je ne sais pas si ça va fonctionner, la vidéo. Alors, il s'agit donc d'une réparation valvulaire tricuspidienne, donc par voie mini-invasive avec ce système Pascal, qui a démontré donc des réductions significatives de la régurgitation tricuspide et une amélioration de la qualité de vie à 1 an. Sur les résultats de cette étude classe TR, vous voyez donc une petite animation qui décrit un petit peu comment on déploie le dispositif. Les résultats de cette étude offrent une validation supplémentaire pour la réparation transcathétaire bord à bord. La vidéo a environ 1 minute et je passerai après à la slide suivante. Donc, on déploie le dispositif, on accroche une valve, ensuite on va accrocher l'autre. Et voilà. Quelques mots concernant l'étude. Donc, c'est une étude prospective multicentrique, un seul bras, conçue pour évaluer l'innocuité et les performances du système de réparation valvulaire Pascal chez les patients qui portent une régurgitation tricuspidienne sévère symptomatique. Alors, au total, 65 patients ont été recrutés. Ils ont reçu ce dispositif. 70, ils avaient une régurgitation tricuspidienne massive ou torrentielle malgré un traitement par diurétique. La plupart avaient d'autres problèmes de santé qui faisaient d'eux de mauvais candidats pour la chirurgie, notamment de la fibrillation auriculaire, une maladie du foie ou des reins, plus ou moins de l'hypertension pulmonaire. Vous voyez dans ce graphique, bien évidemment, que parfois on peut même poser plusieurs dispositifs donc sur la valve tricuspide. Il y avait presque la moitié qui ont reçu 2 dispositifs. Vous avez bien évidemment ici les caractéristiques des patients et les caractéristiques de la procédure, avec un taux de succès d'implantation assez élevé, vers 80%. Le critère d'évaluation principal était le composite des événements indésirables majeurs à 30 jours avec un suivi à 6 mois.
1 an et annuellement jusqu'à 5 ans. L'analyse actuelle donc reflète les résultats de suivi à 1 an. Ils ont noté 7 décès, ça veut dire 10% des patients. 12 patients ont été réhospitalisés pour insuffisance cardiaque, et cela fait 18% de tous les patients, et 11% ont subi un événement indésirable majeur. Alors, quels sont les résultats de l'étude? Donc, tous les patients ont obtenu une réduction d'au moins 1 grade de la sévérité de leur régurgitation tricuspide. Notamment, 75% ont une réduction d'au moins 2 grades et 86% ont une réduction de au moins 1 grade. Des améliorations significatives ont également été observées dans la gravité de l'insuffisance cardiaque, le test de marche de 6 minutes et de la qualité de vie. Et donc, les chercheurs ont noté que les taux de survie et d'absence d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque étaient de 88% et 79% respectivement à donc, la procédure de réparation semble être sûre, et cette procédure, avec ce dispositif, a réduit la sévérité de la régurgitation tricuspide des patients et a amélioré leur capacité dans la vie quotidienne. Voilà un peu le résultat. Donc, encore quelques minutes, je vais vous présenter le résultat de l'étude Spiral-Ashten on Med. Alors, il s'agit d'un essai d'énervation rénale qui était supérieur au contrôle, notamment pour améliorer la pression artérielle. L'objectif était bien évidemment d'évaluer la dénervation rénale par rapport à un contrôle fictif chez des patients qui avaient une hypertension artérielle sous traitement antihypertenseur. Il s'agit d'une étude randomisée parallèle masquée. Les patients donc qui ont été inclus portaient environ entre 1 et 3 antihypertenseurs à dose stable pendant plus de 6 semaines. Et donc, ils avaient une pression artérielle systolique qui varie entre 150 et 180 mm/Hg, une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mg. Également, un autre critère, c'était une pression artérielle systolique ambulatoire sur 24 heures entre 140 et 170 mm/Hg. Ils ont utilisé ce système. Donc, la dénervation rénale a été réalisée en spirale dans 4 cadrans, l'artère rénale et des branches secondaires, notamment d'environ 3 à 8 mm de diamètre, le cathéter de dénervation Simplicity Spiral ou Simplicity G3. Et donc, à noter, bien évidemment, dans le groupe fictif, les patients ont subi une angiographie rénale et ils ont resté sur la table pendant environ 20 minutes. Voici les baseline caractéristiques des patients. Les résultats. Alors, je vais passer directement aux résultats au long terme, notamment il y a une diminution d'environ 18 mm/Hg dans le groupe d'énervation rénale versus moins de 8,6 mm/Hg, vous voyez ici, dans le groupe simulé. La variation de la pression artérielle systolique en cabinet, donc le groupe de dénervation rénale a baissé de moins 20 mm/Hg et celui de l'autre groupe fictif, il a baissé de 12 mm/Hg. Voilà. Et donc, la variation de la pression nocturne systolique on a noté également une plus forte baisse de la tension dans le groupe de dénervation rénale. Vous avez ici une autre analyse, je vais passer assez rapidement. Les conclusions et l'interprétation de l'étude. Donc, chez les patients souffrant d'hypertension non contrôlée sous médication pour cette hypertension, donc on a trouvé que la dénervation sympathique rénale
a réduit d'environ 7 mm mercure de pression artérielle systolique sur 24 heures et à 6 mois, et une réduction de 10 mm mercure à 36 mois. Il n'y a eu aucun événement indésirable lié à cette stratégie. Une différence notable de CTC par rapport à Simplicity HTN3 était qu'un plus grand nombre de tentatives d'ablation étaient effectuées dans l'artère rénale principale et les vaisseaux secondaires. Voilà un peu donc pour les deux études. Et donc, si vous avez des questions. Merci Alexandro. Bon, je sais qu'Hakim est un grand spécialiste de la dérivation rénale. En pratique, c'est vrai que le plus dur, je trouve, c'est la sélection des patients. Et donc, je ne sais pas quels sont les patients qui ont une activité sympathomimétique importante. Quels sont ceux que tu sélectionnes? Parce que les insuffisants rénaux calcifiés, qui ont toujours des hypertensions résistantes, ce n'est probablement pas des bonnes indications. Comment tu fais en pratique, Hakim? Ouais, écoute, d'abord, nous, on les sélectionne de la manière suivante, c'est qu'il faut vraiment qu'ils aient une hypertension artérielle résistante au traitement médical. Là, dans l'étude spirale, on voit que les patients ont 1 à 3 traitements. Nous, on est resté sur la première mouture où on prend des malades qui ont en général plus de 4 traitements parce que il y a les traitements classiques avec les thiazidiques, les inhibiteurs calciques et puis tout ce qui est inhibiteur de l'enzyme de conversion, et souvent avec un essai sur spironolactone. Donc, on est très, très requérant sur le traitement médical. Et alors après, comme tu le dis très justement, il y a trois grands mécanismes physiopathologiques qui régissent l'hypertension artérielle. Il y a le système rénine-angiotensine, qui est très fréquemment très stimulé chez les afro, les sujets africains. Et il y a le système adrénergique, et c'est ces patients-là qui nous intéressent. Donc, c'est souvent des patients jeunes, des femmes jeunes. Et puis, il y a le système qui est lié à la rigidité artérielle. Donc, on a des réponses dans les trois classes, mais les meilleures réponses sont pour les patients qui sont dans le groupe adrénergie. Aujourd'hui, on n'a pas encore de test évident. Il va probablement y avoir des études qui vont nous amener à pouvoir sélectionner des patients notamment en étudiant les réponses aux stimuli dans l'artère rénale. Mais pour l'instant, on est encore très peu achalandé en termes d'outils pour les sélectionner. Donc, population jeune, sans stigmate de rigidité artérielle, ça, c'est des bons patients et qui sont déjà sous beaucoup de traitements. Alors, juste une petite question pour Alexandrou. Je suis encore frappé de voir que dans des études, on parle de la tension artérielle prise au cabinet. Alors, j'aimerais avoir ton avis, toi, là-dessus. Parce que l'un des reproches qu'on faisait à toutes les études HTN, c'était déjà ça. On s'est fait tomber dessus par les hypertensiologues et j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Alors, bien évidemment, je ne suis pas un hyper spécialiste ni de la procédure et ni de l'hypertension, mais les recommandations en cours sont très claires. Alors, il faut privilégier la tension en ambulatoire. Et moi, rarement, je me base sur la tension au cabinet, ou au moins il faut attendre 10 minutes. Voilà, donc… Auto-mesure tensionnelle. Julien, je sais que tu fais pas mal aussi de triclip ou je crois que le message important, c'est déjà de travailler avec un bon échographiste, avec une heure team, un échographiste interventionnel. À Nice, tu as la chance d'avoir Benjamin, donc, qui bossait à la Mayo Clinic, qui a pas mal publié sur cette valve, un peu la valve oubliée des cardiologues, la tricuspide. Et donc, du coup, quels sont les meilleurs patients finalement à sélectionner? Je pense notamment aux patients qui ont des sondes de pacemaker. On se retrouve quelquefois avec des fuites tricuspides importantes, on est embêté. Comment tu les gères en fait? Effectivement, c'est une très bonne question et c'est là où on a un gros travail à faire sur les cardiologues qui font les échographies. Les patients éligibles au triclip sont des insuffisances tricuspides qui sont sévères, torrentielles, mais qui ne sont pas à des stades trop évolués. C'est-à-dire qu'il faut éviter absolument la grosse dilatation du VD et un défaut de coaptation majeur parce que le clip il ne peut pas grasper s'il y a un trou qui est béant au milieu de la tricuspide. Là où ça devient très challenging sur le plan technique, c'est quand il y a des sondes de pacemaker. Pourquoi? Parce qu'elles vont complètement appuyer sur une valve. Et donc là, on va avoir encore une fois ce trou béant. La deuxième chose, c'est que ça crée un cône d'ombre qui est très important lorsqu'on se guide en échographie
en OTO pour essayer de faire ce triclip. C'est-à-dire que la visibilité est carrément très altérée pour pouvoir essayer de grasper les bons feuillets et définir la bonne stratégie qui est quasiment semi à l'aveugle à cause de ce positionnement de sonde. Donc, c'est du travail d'experts pour ce genre de procédure. Une procédure qui démarre et qui est aussi très screenée hein, par les laboratoires. Donc, on recherche des formes anatomiques assez typiques avec des VD pas trop dilatés pour les premières expériences de triclip. Ok, bon, écoutez, on arrive à la fin. L'idée, c'était de faire 30 minutes, 3 coups de cœur. Merci en tout cas à Hakim d'avoir modéré avec moi, c'était un plaisir. Merci à nos 3 experts d'avoir joué le jeu et de faire cette synthèse de leur coup de cœur en 10 minutes. Vous aurez le plaisir de revoir le replay dès demain matin. On était plus de 45 là en direct, mais sur les réseaux sociaux, d'après ce que j'ai compris, il y a 3 fois plus de personnes. Et vous pourrez revoir tout ça donc dès demain matin. À 20 h, on vous retrouve en fait pour le Flash Actu Bayer, qui est sur l'insuffisance rénale et la fibrillation atriale, avec les difficultés d'anticoaguler ces patients insuffisants rénaux. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.